Jeff Fillion. Radio X. OK, de retour sur Radio X en ce lundi, full soleil, semaine très confortable et quasi printanière. Cette semaine, donc, température de loin en haut de 0 degré, tant mieux avec la première semaine de restaurant. On veut saluer les restaurateurs. On sait que vous êtes tous dans le trouble. J'ai parlé à plein de restaurateurs. Les gens sont dans le trouble, sont dans le jus parce que, regarde, le téléphone dérougit pas. Les gens veulent manger au restaurant. Ça prenait de la bouffe également. Ça prenait du personnel. Regarde, je vais dire de quoi. On file terrasse quasiment. Quasiment, effectivement. On file quasiment terrasse. Dan Pau, t'es salué, mon ami? Ouais, salut Jeff. Comment tu vas? Ça va très bien. J'étais fier d'être là hier. J'achèterais un T-shirt. Si quelqu'un faisait un T-shirt, comme ça se fait aux États-Unis pour des grands événements, là, I was there, j'étais là, j'achèterais le T-shirt. J'ai su vendredi que t'as mangé une petite pizza. Ah, ben oui, le livreur, il t'écoutait. Je veux saluer Guillaume, le livreur de chez Pizzeria Pocket, qui est allé porter. J'ai été correct. J'ai été correct. J'ai pas demandé à Guillaume quelle grosseur de pizza t'avais acheté. Petite pizza. Avec un frite. Tu sais que je suis honnête, hein? Oui. Petite pizza, pas de frites. Oh! Mais, il y a un mais. Plus de fromage. Non, oignon bacon. Oignon bacon? OK, wow, écoute, ça prend du goût. Pas grave. Des souvenirs. C'est pas grave, Dan, tu te dis... Ouais, exact, c'est ça. Tu dis j'ai collé une grande, mais c'est pour me faire un lunch là. C'est ça. Non, même pas. Tu dis, j'aime ça plus grand parce que quand c'est plus petit, il y a plus de pâte. Ouais, une patente de même, une réponse passe partout. Ouais. Hey, la semaine passée, on va parler d'autres choses après tantôt, mais là, j'imagine qu'on va aller jaser avec Stéphane Waite tout de suite au téléphone. Ça a été, je sais pas s'il s'attendait à ça, mais je sais pas s'il savait que le goaler des gardiens de but allait devenir genre de soap pendant quasiment une semaine. Puis là, on a su plus. On sait que... Carey a eu beaucoup de peine. Contrairement à ce qu'on a vu lorsqu'il a été questionné, Carey de ce qu'on a compris, Carey avec les médias, il est pas très à l'aise, pas très expressif. Et on a vu également, en tout cas, c'est ce que Stéphane Waite a dit dans quelques entrevues qu'on a pu lire, que il avait appris entre la deuxième et la troisième. On a cru comprendre que M. Bergevin a fait un genre de réaction un peu émotive, veut gagner à tout prix parce qu'il sent que le tapis lui glisse sous les pieds. C'est peut-être ce que j'ai compris. Stéphane Waite, bienvenue à Radio X, Stéphane. Merci. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oh, oui. On se remet de cette semaine-là, puis on passe à autre chose. Oui. Raconte-moi un peu, avant qu'on aille dans les détails de ça, je veux savoir. Là, parce qu'on sait que tu es à Montréal depuis longtemps, on lit ton nom. Je sais que tu es impliqué pas mal. Tu es un gars qui est très impliqué dans le coaching avec les coachs de l'organisation. Sauf que la vedette, c'est souvent le DG, c'est souvent le coach en chef, on comprend, puis les joueurs. Mais on voit ton nom depuis toujours. On a Jimmy. Moi, je suis un gars du Saguenay, donc j'ai vu Jimmy garder les buts à Chicoutimi jeune. Et on a vu Jimmy quand il a joué à Chicago, tout ça. Lui aussi est coach. Ouais. Stéphane, lui, on l'a vu arriver coach. Moi, mes infos que j'ai fouillées, t'es un gars de baseball, toi, t'es pas un gars de hockey, c'est ça? Ouais. Donc, j'ai été plus connu au niveau du baseball comme joueur et surtout comme joueur au niveau de la Ligue junior élite du Québec, parce que j'ai joué, je pense, 5 ans dans le temps. Et puis, j'ai joué quasiment une vingtaine d'années au niveau de la Ligue senior, tant provinciale qu'ici dans ma région de Sherbrooke. Mais j'ai tout le temps été beaucoup plus impliqué comme entraîneur au hockey. J'ai commencé à coacher des gardiens de but à l'âge de 17 ans au niveau midget 3A et à 20 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc j'ai fait ma carrière de coach dans le hockey. Mais ça est venu comment? T'es un sportif. Bon, c'est sans doute une famille de sportifs. Vous touchez un sport, vous êtes probablement bon. Je suis certain que t'es bon au golf, t'es bon au baseball, t'es bon au hockey, ça va de pair. Mais c'est ce que tu gardais au hockey mineur, puis à un moment donné, t'as choisi plus le coaching au lieu d'aller plus loin, ou c'est arrivé un peu par accident? Raconte un peu. Oui, c'est arrivé un peu... j'ai tout le temps voulu coacher, c'est drôle à dire, même quand j'étais joueur. Je savais comme joueur au hockey, je sais pas, j'avais un certain talent, mais j'avais pas assez pour percer. Et puis j'avais mon petit frère Jimmy, qui lui était un très, très, très bon gardien de but. Puis j'ai commencé à être son entraîneur personnel. Après ça, mais
au niveau Bantam puis au niveau Midget 3. Et puis c'est le même que ça s'est développé. J'ai eu une chance à 20 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. Dans le temps, un de mes gardiens avait le même âge que moi. Et puis ça a tout le temps bien été. Mes gardiens de but ont tout le temps bien été. Et puis jusqu'au jour où, à un moment donné, on m'a fait des offres au niveau de la Ligue nationale. Et puis c'est raconté rapidement, mais c'est une carrière là, qui dure en soi-même 38 ans que je fais ça. Comment tu trouves cette semaine de savoir, bon, tu vois, mettons, les 2 derniers matchs, Carey a très bien gardé. On sait que ça va probablement avec ce qui se passait dans les dernières semaines au niveau de tout ce que vous avez pratiqué ensemble. Comment tu te sens d'être, tu sais, on dirait que tu es dans une parade, tu es dans une course de F1, puis là, les voitures arrêtent de fonctionner, puis tu es comme chez vous en ce moment de voir ça. J'imagine que c'est un peu comme une genre de peine d'amour, parce que ça faisait quand même 8 ans, donc tu étais très proche de Carey Price, vous étiez plus que relation coach et joueur, j'imagine. Comment tu te sens cette semaine? Là, ça commence à bien aller. Ça a été difficile les premiers jours, honnêtement, de réaliser ce qui se passait. C'est la première fois que ça me arrivait dans toute ma vie d'être congédié partout où j'ai passé. Donc, ça a été spécial. Et puis, de voir, oui, c'est un deuil. Je peux pas dire que c'est une peine d'amour, mais c'est un deuil. Puis ça, tant qu'il n'y a pas de cours là-dessus. Tu vois, sur Internet, il n'y a pas de cours sur comment se fait congédier. Non. Et puis, je l'ai jamais vécu, et puis je pense qu'il faut le vivre pour le réaliser. Mais j'ai la chance d'avoir eu beaucoup d'entraîneurs, que ce soit dans tous les niveaux, surtout au niveau de la Ligue nationale, qui m'ont appelé, et puis qu'eux ont déjà passé par là, ou des entraîneurs de gardiens de but, il y en a beaucoup qui m'ont appelé aussi. Puis pour me dire que, regarde comment ça se passe, et puis que les premiers jours, c'est comme l'autre va vite, t'es un petit peu encore sur l'adrénaline, puis qu'à un moment donné, une semaine plus tard, là, ça commence à être lourd, puis que c'est un deuil qui est normal, qui peut durer 2 semaines, il y en a que ça dure 2 mois. Non, mais ça va bien aller. On sait des bouts, là, on a eu quelques détails, tu as donné des entrevues, puis je pense que une chose que j'ai remarqué, c'est que tu restes très respectueux de l'organisation, de Marc Bergevin, mais quand même, il s'est passé quelque chose de bizarre, parce que pour le fan, puis je me rappelle, écoute, c'est Régent Tremblay qui m'a appelé. Régent, il m'appelle pas de tous les jours, il m'appelle avec son vidéo. Si, ouais, ils ont mis Wade dehors entre la 2e pas 3e. C'est quoi cette affaire-là? Ça sonne bizarre. Puis j'ai lu ce que tu as raconté à différents journalistes, mais j'aimerais ça pour les gens qui ne l'ont pas lu, que tu nous remettes un peu dans le bain de ce qui s'est passé entre la 2e et la 3e, parce que ce que j'ai compris, toi-même, tu as été pas mal surpris. Oh, c'est certain que je l'ai jamais vu venir. Je m'attendais pas à ça. Ça allait bien. On venait d'avoir 3 ou 4 jours de bonnes pratiques avec mes gardiens de but, spécifiquement avec Carey, qu'on a travaillé certaines choses. Tout allait bien. La communication avec Dominique Ducharme était parfaite. J'étais très, très, très enthousiaste. Puis on s'en allait dans le bon chemin. Puis le mardi, je vais faire ma préparation de match comme d'habitude avec mon gardien de but partant qui était Carey. Et puis mon vidéo, mon meeting avec lui, les meetings avec l'équipe. Puis tout va bien. Le match commence. Tout va bien aussi. Entre les périodes, je descends en bas, comme je fais toujours pour jaser avec les entraîneurs. Puis si j'ai des ajustements à faire avec mon gardien de but, je le fais entre les périodes. Et puis faire une histoire courte, après la 2e période, je retourne dans ma suite pour le début de la 3e période. Une suite où je suis tout le temps tout seul, là, avec mes télévisions, où je peux avoir les reprises instantanément comme ce que je veux. Et puis là, après 1 minute de jeu, en 3e période, je vois apparaître Marc dans ma loge qui me dit « Steph, faut que je te parle ». J'étais très, très, très surpris. Je dis, qu'est-ce qu'il fait ici? Peut-être qu'il y a une information qui veut refiler au banc ou quelque chose, vu que moi, j'étais en contact avec le banc par walkie-talkie. Il dit, non, il dit, je veux t'avertir que je fais un changement d'entraîneur de gardien de but. Et puis, pour les raisons, sur le coup, pour des raisons, bon, mais il dit qu'il aimerait ça, il veut Carey, il a relancé Carey, il feel que Carey, il y a beaucoup de up and down dans les 2 dernières années. Et puis, il m'explique ses raisons.
Et puis, je lui dis que je respecte sa décision, mais que je suis pas d'accord parce que je sais que je m'en vais, puis tout va bien, puis je suis convaincu que le fait que l'équipe va jouer mieux défensivement et puis les ajustements que j'aurais fait avec Carey, tout ça mis ensemble, je suis convaincu qu'il va se replacer comme qu'il a tout le temps fait depuis 8 ans que j'étais avec. Mais la décision de prise, donc, comme je te dis sur le coup, j'avais de la misère à réaliser. Tu me niaises-tu? Je pensais qu'il me comptait une joke. Mais j'ai vu assez vite que c'était sérieux et puis ça me donnait le temps, une des raisons pour qu'il l'a fait là, ça me donnait le temps de pouvoir ramasser mes affaires et d'éviter d'affronter tout le monde après. Puis je comprends la façon qu'il voulait le faire, même si ça a sorti tout croche un peu. Là. Ouais, c'est ça, parce que ce qui a mis, parce qu'il a fait que l'histoire a été grossie. Bon, pas le premier coach de l'histoire à être congédié, ça arrive. Non. Sauf que la manière, on l'avait jamais vue, celle-là. Entre la deuxième et la troisième, puis les explications le lendemain étaient pas vraiment claires. On avait de la misère un peu. Parce que l'opportunité était là de te mettre dehors quand il a fait le nettoyage avec les deux autres coachs, avec Muller et Julien. Tu sais, puis moi, j'ai même posé la question moi-même à Régent Tremblay dans une chronique. J'ai dit, comment ça se fait que Stephen Waite a réussi à passer à travers ça? Puis lui, il m'avait répondu, probablement qu'ils ont une relation, lui et Price, qui est très, très solide. Puis je m'amène à cette affaire-là. Parce que Price a été interrogé, puis, bon, Price, on le sait, devant les médias, il est pas à l'aise. Il aime pas ça, il aime pas ça. Et ça l'a comme mal sorti. Puis là, on s'est dit, d'après moi, c'était un call de Price. Mais finalement, c'était pas ça partout. Non. Et puis, c'est sûr que on peut penser ça. Même moi, j'ai demandé à Marc, tu te souviens-tu de quelqu'un, Dominique, des gardiens de but, Carey, whatever. Il dit non, Steph, il dit. Puis je connais assez Marc pour savoir là, qu'il me dit la vérité. Et puis, il dit non, il dit Steph, c'est ma décision. Et puis, je sais que, par expérience, que Marc, c'est pas un gars qui va aller consulter les joueurs avant de congédier un coach ou quoi que ce soit. Mais, la façon que ça s'est fait, c'est sûr que ça peut interpréter à bien des choses. Stéphane Waite, as-tu fait une gaffe à l'intérieur? S'es-tu pogné avec quelqu'un? C'est ça que ça peut interpréter. Oui. C'est pour ça que je voulais voir, je voulais absolument, après une couple de jours, quand on laissé la poussière retomber, c'est de reparler au monde pour dire, gars, c'est de même que ça s'est passé, puis je peux pas être plus honnête que ça. Et puis, Carey, c'était le premier à venir me voir, à me parler le soir même du congédiement, quand lui l'a su après sa conférence de presse. Et puis, je l'ai senti shaké. Et puis, ça m'a compris. Le lendemain, il a tenu à venir me voir. Il m'a demandé la permission aussi qu'il pouvait venir me voir chez nous, dans mon condo à Montréal. Et puis, pour jaser de tout ce qui s'était passé là. Puis je l'ai senti encore le lendemain un petit peu shaké, un petit peu. Puis il se sentait surtout coupable. Il dit mais à un moment donné. Je comprends. Il n'y a pas la saison. Il n'y a pas la saison. Il n'y a pas la saison qu'il y a eu dans les playoffs de cet été. Donc j'imagine qu'il se sent coupable. Mais est-ce que donc là, à partir de là, on sait cette info-là. À partir de là, c'est quand même, puis je comprends que lui aussi doit être shaké un peu, parce que ce que je sens, c'est que Marc Bergevin a paniqué dans le sens que lui, il faut gagner cette année. On a dépensé 7-8 millions de plus, il est allé chercher des joueurs, il y a eu même Julien qui va coûter 7 millions dans les prochaines années. Faut que ça gagne. Lui est en renouvellement de contrat aussi. Faut gagner, il est prêt à tout, mais le message que ça envoie, une fois qu'on sait que c'est pas toi qui as fait une connerie ou c'est pas Price qui a voulu. Là, on dit, OK, là, c'est dans la cour à Bergevin. Mais le signal qu'il envoie à Price, c'est maintenant, c'est moi le boss. C'est toi le king de l'équipe pendant 10 ans, mais maintenant, c'est moi qui reprends les règnes du club. Tu comprends ça un peu ce que je vois? Oui. Oui, puis non, puis c'est correct tout. Ça reste quand même, c'est lui qui est le boss, puis c'est lui qu'à un moment donné sa tête va être en jeu, et puis pour qu'il fasse les décisions qu'il pense qui est le mieux. Et puis je respecte ça, puis j'ai aucun problème là-dessus. C'est certain qu'il voulait donner un petit électrochoc à Carey. Et puis ça peut être bon aussi. Je sais pas, j'ai pas le monopole. Il est en fin de carrière, Carey? On sait pas, là, tu sais, les hanches, les genoux, tu sais plus que nous autres. Est-ce qu'il est usé, Carey? Oui, c'est certain qu'il est usé. C'est pas il y a 33 ans, c'est pas le gardien de but qu'il y a 8 ans quand je suis arrivé. Physiquement, je parle.
Et puis, c'est certain. Puis c'est la raison pourquoi il faut diminuer son nombre de matchs. Puis c'est la raison pourquoi qu'on était allé chercher un backup de très grande qualité, en Jake Allen. Et ça, c'est la nouvelle ligue. Tous les gardiens de but, dépasser la trentaine, ils vont passer par là. Carey, pas différent. Est-ce que... Stéphane? Oui, vas-y donc, Oui. Dan. Stéphane, on ne connaît pas beaucoup votre travail. Si tu expliquais à nos auditeurs le pourcentage de travail que tu fais mental versus technique dans une journée avec un gardien de la Ligue nationale? Oh, surtout ton numéro 1, ce que tu en fais un petit peu moins sur la glace parce que il joue beaucoup. Le gros du travail, je pourrais dire, il est du côté préparation de vidéo et côté mental, je te dirais le 2 tiers. Le 2 tiers, ça fait tout en vidéo et en aspect mental. Puis 1 tiers, ça se fait sur la patinoire. Pour ça, le backup, c'est différent. Je pourrais dire plus 50-50, faire de l'as, 50 à l'extérieur. Mais là, partant, ton numéro 1, là, c'est 2 tiers de travail hors de l'as. Est-ce que, Stéphane, tu connais Carey plus que tout le monde? Quoi, ça fait 8 ans. Il a gagné un Vézina avec toi. Il a gagné plein de choses. Puis on est dur. Moi, je suis très dur avec Carey. Je suis peut-être le gars le plus critique de Carey Price parce que... Puis des fois, c'est pas fin de le faire parce que je suis pas certain que Carey Price demande à avoir le spotlight sur lui comme on lui a donné. C'est pas lui qui a décidé ça. Puis je comprends l'organisation, elle doit vendre des chandails, il faut qu'elle vende des tickets à 300$. Puis à un moment donné, ça prend des stars. Mais le tempérament, tu le connais plus que nous autres, le tempérament de Carey Price, des fois, on a l'impression que d'avoir mis sur lui pendant si longtemps, quasiment toute la pression du club sur le goaler, c'est pas en dedans de lui, c'est pas quelque chose dans lequel il est nécessairement à l'aise. Quand on le voit à l'aise, c'est quand il est un parmi tant d'autres, comme mettons avec l'équipe canadienne aux Olympiques, quand il y avait une équipe incroyable. Ça, dans ce temps-là, quand il n'est pas le spotlight, on dirait que là, ça y enlève toute la pression, puis là, on voit un goaler qui est quasi parfait, comme on a vu aux Olympiques. Est-ce qu'on y en a mis trop? Ben, c'est intéressant ce que tu dis, puis t'as raison. Et puis, j'ai même fait partie de l'équipe du Canada, moi, avec la Coupe du Monde il y a 4 ans à Toronto, où j'étais l'entraîneur des gardiens de but. Puis, Carey était là, évidemment. Et puis, j'ai vu un gars là, vraiment là, avoir du fun, puis pas avoir toute la pression sur ses épaules, parce que, comme tu dis, c'était un parmi les 23 joueurs de l'équipe. Et puis, à Montréal, t'as totalement raison, il est pas à l'aise avec l'attention. C'est pas un gars qui aime l'attention. Il aime être one of the boys. Sa route, il aime être avec les boys et puis d'être un parmi tant d'autres. Dans la chambre, avant les pratiques, tu vois que tu peux pas voir que Carey Price a un statut particulier parce qu'il aime avec ses boys puis être traité comme tout le monde. Donc, de là à ton argument que c'est un gardien qui a beaucoup de pression puis qui aime pas l'attention. Et puis, mais c'est un bon gars, c'est une bonne personne. Et puis, il est fait de même, il faut respecter ça. C'est pas un gars qui aime l'attention. Ben oui, c'est pas lui c'est pas lui qui l'a demandé, là. C'est pas lui. Exactement, mais qu'il faut que Carey comprenne, puis on en parlait souvent, que ça fait partie du marché puis de la job. Oui, gagne 10 millions. Au monde, puis c'est un des meilleurs au monde, puis il faut qu'il deal avec cet fait-là. Il n'y a pas le choix. Dan, vas-y, je sais pas de question. Oui. Stéphane, si tu avais été congédié la semaine dernière de ton poste d'entraîneur des gardiens des Blackhawks de Chicago, tu l'as fait avant d'arriver à Montréal, ça aurait été quoi la différence de tempête médiatique? Ouais. Ça aurait été beaucoup moins gros, c'est sûr. J'ai jamais été congédié, même avec les Blackhawks, c'était à la fin d'un contrat, puis j'ai décidé de m'en venir à Montréal, même si que les Blackhawks m'avaient offert une très, très, très bonne offre dans ce temps-là. Mais j'imagine que ça aurait été beaucoup moins pesant, puis beaucoup moins médiatisé. Et puis, ça aurait fait sûrement, oui, ça fait mal, un congédiement, c'est un congédiement, mais sûrement moins mal, parce qu'ici, c'est l'équipe je reste au Québec, c'est l'équipe de chez nous, c'est l'équipe de mes rêves, c'est l'équipe que je rêvais de gagner une Coupe Stanley avec eux autres. Et même si j'en ai gagné 2 à Montréal, à Chicago, les Coupes Stanley, mon rêve ultime, c'était de la gagner avec le Canadien de Montréal. Fait que c'est pour ça que c'est... oui, c'est beaucoup plus médiatisé que ça aurait été à Chicago. Et puis, personnellement, oui, c'est probablement plus difficile à accepter, mais
l'ai dit tantôt, ça fait partie de la job, il faut que ça, je l'accepte. Ah oui. Je veux pas savoir combien tu gagnes, Stéphane, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que ton contrat, c'est la même chose qu'un entraîneur-chef? T'es payé jusqu'à la fin, puis si jamais tu trouves une job ailleurs, il arrête de te payer? Oui, exactement. Et puis, il me restait, mon contrat finit le 30 juin de cette année. Okay. Donc, Okay. ouais. Puis, c'est quoi les jambières rouges? Je sais que c'est la compagnie Lefebvre, ça a été racheté par True, mais là, le coach des goalers s'en va, puis les jambières rouges partent. Les jambières rouges repartaient il y a 2 semaines, il a joué avec ses blanches, après ça, il a joué avec ses rouges. Carey, là-dessus, il est dur à suivre, pour être bien honnête, et puis c'est des choses que, ça y appartient, je respecte ça, et puis c'est souvent, il est très superstitieux dans ces choses-là. Et puis, peut-être une coupe de mauvaise game, puis les jambières rouges vont venir. Et puis, OK. c'est une bataille que je voulais pas... m'engager avec Carey. C'est venu dans l'histoire, à un moment donné. On entendait toutes sortes de patentes, là, les jambières, le chandail. Regarde, il y a plein d'histoires. Mais exactement. Ça fait jaser. Puis moi, d'après moi, Stéphane Wade va être avec une autre organisation l'an prochain. Je sais que les organisations changent un peu de philosophie alentour des coachs de support. Là. Je sais pas trop c'est quoi la nouvelle manière de fonctionner pour certains clubs. Entre autres, les Panthers de la Floride auraient un nouveau système. Mais d'après moi, tu es pas mal confiant d'être avec un autre club à l'automne. Ben, c'est mon intention. J'ai encore la passion. Écoute, je suis pas vieux, là. J'ai encore seulement 55 ans pour un coach. C'est dans la moyenne de l'âge, là. Et puis, j'ai la passion. Et puis, il me reste quelques bonnes années à donner. Puis, c'est mon intention de revenir dans la Ligue nationale l'année prochaine si l'opportunité se présente et si le fit est bon aussi. Tu vas pas n'importe où pour n'importe comment. Je pense que avec l'expérience que j'ai, je peux choisir le bon fit pour moi, puis c'est ce que j'espère. Stéphane, est-ce que la Ligue nationale en 2021, c'est plus une ligue à 2 goalers qu'à un seul goaler? Aucun doute. Ça fait une couple d'années que j'en parle, moi, à l'intérieur de Montréal, que sans 2 bons gardiens de but, c'est très, 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 très difficile de faire les playoffs. Et puis, si ton numéro 1 qui en joue 2 sur 3 dans un calendrier de 82 matchs, ça veut dire que ton backup a besoin d'en jouer à peu près 26-27. Ces 26-27-là, si tu n'as pas un bon backup, tu ne fais pas le playoff. C'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Mais dans ton thinking, tu peux pas, dans le futur, tu pourras pas avoir un goaler, si tu as besoin de 2 bons goalers, tu peux pas avoir un goaler à 10 puis trouver un bon goaler à 2. Donc, il va falloir que tu sois plus équilibré dans tes goalers, parce que je parle toujours en fonction du plafond, là, parce qu'à un moment donné, il faut le considérer. Tu comprends un peu ce que je veux dire au niveau de tout mettre les œufs dans le même panier, puis qu'il te reste quasiment plus de budget pour en avoir un deuxième bon, t'es fourré un peu avec ce système-là. Là. Écoute, oui. Et puis, mais honnêtement, ça, c'est pas mon problème. C'est le problème du GM. Puis, moi, chacun ses problèmes. Qu'est-ce que je lui demande, c'est de m'emmener les 2 meilleurs gardiens de but possibles. Et puis, on avait convenu après la saison passée que peu importe le prix, ça nous payait. Il était temps de payer pour avoir un bon deuxième. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Puis, les résultats vont suivre. Puis, je suis pas inquiet pour le Canadien de Montréal. Je sais qu'ils vont avoir une très, très, très bonne fin de saison. Il y a eu 2 bons matchs. J'ai écouté la game contre les Jets. C'est bang-bang. Là, j'avais l'impression de voir Canadiens comme au début de saison. On s'entend que ici, ils jouent de même. Si t'es laisse jouer de même, c'est plus facile le goaler en arrière. Là. Il n'y a aucun doute. C'est la première chose qu'on a réglé, moi puis Dominique, quand Dominique a pris l'équipe en charge, c'est pour absolument trouver une façon de mieux jouer dans notre zone. Et puis, si ça, on réussit à le faire, je le sais que le gardien de but va mieux paraître, puis il va regagner sa confiance parce qu'il n'y a pas à tricher mentalement ou physiquement ou à essayer d'en faire trop. Puis quand tu commences à vouloir en faire trop parce que ton équipe est tout croche devant toi, c'est là que tu commences à donner des mauvais buts. Tu commences avec ça, ta confiance est effritée. Ouais, ça s'appelle l'effet d'une boule de neige. La première chose, c'était de régler nos problèmes défensivement. Et puis moi, sur mon bord, c'était de régler le fait que lui trichait puis de ramener sa game à des choses simples. Et puis c'est ce qu'on va faire l'année passée, puis la semaine passée. Et puis
on peut voir déjà les résultats. Dan, je vais te laisser la dernière question après, Dan, parce qu'il parle de la confiance. Je sais que tu es un joueur de golf, puis tu sais comment est-ce que, même pour les amateurs, d'avoir confiance quand on prend notre sac dans le char. Je regardais la PGA, je regarde la saison difficile de Ricky Fowler, qui est passé de 8e au monde à 65e. Il y a de la misère hier qui a joué, qui a fini dernier hier. Est-ce qu'un goaler puis un golfeur, au niveau de la confiance, ça se ressemble? Oui, beaucoup, parce que un gardien de but, c'est quasiment un sport individuel. Oui. Tu fais ton propre entraîneur, tu as tes propres séances vidéo, donc t'as ta propre technique, tu n'as rien à voir avec le restant des joueurs. Oui, c'est important de focuser sur des bonnes choses quand ça va mal. C'est important de ne pas essayer de chercher des problèmes s'il n'y en a pas. Souvent, tu as des golfeurs ou des gardiens de but que là, ils remettent tout en question. Et puis ils sont 2 fois plus mêlés. C'est important d'avoir un intervenant qui va garder des choses simples, qu'on va revenir à la base. Et puis, surtout de travailler sur tes points forts. T'es pas rendu pas bon du jour au lendemain. Faut t'insister sur pourquoi t'es bon. Moi, j'aime montrer à mes gardiens de but, pas par les faiblesses. J'aime lui montrer à tous les jours et renforcer sur qu'est-ce qu'ils font de bien. Je dis, Harry, quand tu joues bien, tu fais ça. Je lui montre, puis c'est important dans sa tête. Il dit, wow, c'est vrai, je suis pas si pire que ça. Dernière question, Dan. On va laisser Stéphane après la question de Dan. Vas-y. Stéphane, on a été longtemps reconnu au Québec comme une pépinière de gardiens de but. Patrick Roy, Martin Brodeur, Marc-André Fleury et compagnie. Pourquoi c'est plus le cas? C'est une question que je me fais poser souvent depuis les 4, 5, 6 dernières années. Et puis moi, ma réponse, c'est que je pense qu'on a développé ici, à un moment donné, on a développé des gardiens de but, des très bons gardiens de but, seulement techniques. On a oublié tout l'aspect athlétique, l'aspect plus l'instinct du jeune, tout du gardien de but, où il y a d'en fait des robots. Et ça nous a rattrapés. Autre chose, c'est que tout ce qu'on faisait, à un moment donné, c'est copié partout dans le monde. Donc, on n'a plus le edge qu'on avait dans le temps à cause de tous les YouTube, l'Internet, toutes ces choses-là. Il n'y a plus de secret nulle part. Donc, tout le monde prend les bonnes idées de tout le monde. Et puis maintenant, c'est à notre tour même de prendre les bonnes idées d'ailleurs. Et puis peut-être, j'insiste sur le fait de faire d'autres sports. Développer d'autres qualités athlétiques. Ce qui se fait beaucoup, surtout dans les pays scandinaves, les gardiens de but. Tu vois, les gardiens de but, les entraînements estivales, wow, ils développent des athlètes, ils développent pas des gardiens de but. Et puis, à partir de là... Très important. Exactement. À partir de là, tu peux lui montrer comment, avec un gardien de but humain, développe un athlète. Fais d'autres choses l'été. Joue au baseball, joue au soccer, joue à la crosse. Développe d'autres habiletés athlétiques. C'est très, très, très important. Et puis, laisse le jeune tout utiliser son instinct. Ici, au Québec, tous les gardiens de but se ressemblent, sont tous pareils. On dirait qu'ils sortent tous du même moule. Oui. Donc, il y a beaucoup de petites choses en même, mais c'est une discussion qu'on pourrait avoir pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures de temps sans arrêter. Avec une petite bière après une game de golf. Hey, merci Stéphane. Très généreux de donner autant de détails. Puis, garde bonne chance pour ta prochaine équipe. Puis, regarde, on sait que ça va venir, là. Tu auras choisi ce que tu veux, puis on te souhaite le meilleur. Puis, merci d'avoir pris autant de temps pour nous jaser ce midi. Merci beaucoup à vous. Alors, je salut, pas bon show. Merci. Merci, bye. Salut, Stéphane. Wow. Mais tu parles des fois, là, il y a beaucoup de cassettes, hein? Oui. Il n'y a pas de cassette. Il n'y a pas de cassette. Il n'y a pas de cassette. Donc, boum. Il aurait pris son offre de 1 heure, 2 heures, 3 heures à parler de ça. Hein? Oui. C'était bon, hein? C'était vraiment intéressant. Ah non, c'était bon, là. Ouais. Mais si tu regardes le roulement des coachs, des gardiens de la NHL, comparé aux coachs de la NHL, c'est 2 mondes. Des gars de 20 ans qui sont en poste, des gars de 15 ans, il y en a plein. C'est en grande majorité. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de coachs. Très, très dur de trouver des bons coachs. On connaît François Allaire, qui est au Colorado, mais son frère, Benoît Allaire, ça fait 17 ans qu'il est à New York. Oui. Si tu regardes des gars comme Bob Essenza, il est coach à Boston, lui, depuis 20 ans, 21 ans. Moi, je pense même qu'ils ont eu de la misère à en trouver un. Sean Burke, c'est pas ça qu'il veut faire, là. Sean Burke, il veut devenir DG, lui. Il veut devenir même DG au président. Lui, coach de gardien, il est tanné de faire ça. Il veut pas devenir un coach de gardien. Mais là, d'après moi, il était comme fourré un peu. Et on dit, regarde, on t'engage pas pour 10 ans, viens de donner un coup de main d'ici à la fin de la saison. Mon feeling, c'est que c'est ça. D'après moi, il n'y en a pas beaucoup. C'est le roulement, là, je te dis, il est vraiment... C'est des carrières de
Même dans les équipes, là, des carrières de 12 ans, 15 ans, c'est pas rare. Là. Non. Hey, je regarde le temps passé. Merci, Dan. Très bon, tes questions étaient écœurantes. Donc, fait plaisir. Hey, Jeff, ce soir, Canadien, c'est à 10h. Je sais que je sais que tu te fies sur moi pour regarder le match parce que toi, tu vas être couché déjà. Mais prépare-toi mentalement parce que mercredi, c'est 11h. Ben voyons! Mais c'est parfait, ça. Ils sont partis de 2 semaines. Moi, je finis en ondes à 10. Puis, toi, t'arrives craqué en plus chez vous, là, JC. T'es full craqué. J'adore. Hey, 2 games à Vancouver. Oui. Au pays de Carey Price. Où tout a commencé. Ça se peut qu'on reparte. Puis c'était bon en fin de semaine contre les Jets, on va dire. Si les Canadiens jouent le même, ils sont capables de battre n'importe qui. Là. En fin de semaine, c'était vraiment. Vous allez me dire, les Jets, ça peut-être pas dans leur assiette. Bon, encore mais les Canucks, Jeff, viennent de battre 2 fois de suite les Leafs de Toronto quand même. Oh! Intéressant. On jase mercredi, mon Dan. Salut, les gars. See you, my friend. On fait une pause, on vient. Jeff Fillion. Radio X.